Bien, mesdames, messieurs, nous allons très vite commencer cette table ronde parce que nous avons un emploi du temps très serré. Nous sommes attendus, comme vous le savez, à la mairie de Bordeaux tout à l'heure à 13 heures. Donc, on va essayer de ne pas dépasser le temps qui nous est imparti. Alors, je voudrais d'abord introduire le sujet de cette table ronde. Il s'agit de regards croisés sur des programmes européens, programme Erasmus, programme Jean Monnet, Tempus. Et nous avons ici 5 invités qui vont s'exprimer à tour de rôle et en essayant de ne pas déborder. Vous avez, messieurs, 10 minutes chacun. Je vais être obligé de vérifier qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, pour commencer, nous avons Pierre Bailly. Pierre Bailly, qui est responsable des relations internationales à l'université Pierre Mendès France de Grenoble. Thierry Combe, qui est membre du CNESER et du CNCNU, qui est maître de conférence en gestion à l'université de Reims. Nous avons M. Jean-Paul Guichard, qui est professeur à Nice Sophia Antipolis, qui est directeur du Centre de coopération avec les pays de l'Est et qui détient la chaire Jean Monnet Europe Pays de l'Est. À sa gauche, nous avons Radovan Goura, qui est directeur de l'Institut universitaire franco-slovaque à l'université Matej-Bel. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. Je ne suis pas spécialiste de la langue slovaque. À Bansko-Bistria. Et puis Gilles Rouet, deuxième à partir de ma gauche là-bas, qui est professeur à la fois à l'Université de Paris Descartes, où il est à l'université de Matej-Bel aussi, et lui aussi détient une chaire Jean Monnet pour identité, culture en Europe. C'est Radovan Goura qui va commencer. Alors. Mesdames, Messieurs, bonjour. La formation est un élément important permettant d'accueillir les compétences nécessaires afin d'accroître la compétitivité économique et le bien-être des citoyens européens. Dès aujourd'hui et encore plus demain, l'économie et l'emploi en Europe dépendront de plus en plus des innovations, de savoir-faire de haut niveau et des compétences. En appuyant sur les analyses à la fois quantitatives et qualitatives, cette intervention se propose d'offrir un point de vue global concernant le programme Erasmus en Slovaquie. Au début, permettez-moi bien sûr vous présenter en quelques mots l'état de lieu de l'enseignement supérieur en Slovaquie. La révolution de novembre 1989 a initié le processus de transformation de notre société qui s'est alors lancé plusieurs défis pour moderniser son système éducatif. Presque toute la période des années 90 représente une période de transition ou plutôt de transformation. Cette transformation, bien sûr, s'est entrecroisée avec le processus purement quantitatif d'augmentation des effectifs dans l'enseignement supérieur ainsi que le nombre d'établissements supérieurs dans notre pays. Dans le premier graphique, alors vous voyez qu'en 20 ans, on a réussi à augmenter la part de la population slovaque ayant la formation supérieure en passant de 5,8% à 11,5% aujourd'hui, ou on peut dire en 2011. En ce qui concerne le nombre d'établissements supérieurs, malheureusement, à la même période, on a réussi à tripler le nombre d'établissements supérieurs dans notre pays, en passant de 12 en arrivant jusqu'à presque 35 aujourd'hui. Un élément, je dirais, très important, c'est aussi avoir une certaine vision de l'état de l'enseignement supérieur en Slovaquie et bien sûr son financement. Alors, vous pouvez voir qu'en ce qui concerne la part du PIB investi dans la recherche, j'ai mis la comparaison avec les pays de Visegrad, ça veut dire Pologne, Hongrie, République tchèque et l'Union européenne. Donc, dans les dernières 10 années, alors en 2001, on était à 0,63% de PIB
pour petit déclin en 2005. Et en 2010, on est revenu au même niveau qu'en 2001, 0,63 de PIB. Tout le monde connaît les objectifs de la stratégie l'Europe 2020 de la Commission européenne. Alors, nous serons obligés en Slovaquie d'augmenter à 500% l'investissement dans la recherche. Bien sûr que, pour être optimiste, je serais content si nos gouvernements réussissaient dans ce délai à doubler le taux actuel. Bien sûr, toutes ces informations inquiétantes, on peut dire la crise économique, incertitude dans tous les niveaux. On peut quand même, dans le système éducatif, dans l'information, trouver un élément, on peut dire stable, un élément visible, un élément connu dans tous les États et on peut dire un élément apprécié de tous ceux qui le connaissent de près et dont Erasme pourrait être fier. C'est lui, cette figure brillante de la période des grandes découvertes, des marins audacieux, période qui a révolutionné l'horizon de l'homme. Erasme a incarné un nouveau type d'homme à cheval entre le monde médiéval et la société moderne. Son travail se caractérise par une soif de connaissance. L'élément dont j'ai commencé à parler naturellement, le programme Erasmus de la Commission européenne. Le programme qui révolutionne l'horizon des étudiants dans le but de créer un nouveau type d'homme, un nouveau citoyen européen, prêt à traverser la période d'instabilité actuelle. Pour freiner mon enthousiasme, je passe maintenant à la présentation des chiffres réels concernant le programme Erasmus en Slovaquie. En ce qui concerne le nombre d'étudiants dans le cadre du programme Erasmus réalisé dernières 10 années de 2000 jusqu'en 2010, donc ici on a réussi à augmenter le pourcentage en passant de 500, on peut dire sortants, jusqu'à aujourd'hui presque 2500. Si on y ajoute les étudiants qui ont réalisé en 2010 aussi le stage par intermédiaire d'Erasmus, dont on arrive à peu près à 3000 personnes, 3000 étudiants qui ont réalisé Erasmus en Slovaquie. En ce qui concerne les enseignants, ici aussi, on a réussi une grande augmentation en ce qui concerne les sortants, en passant de à peu près 100 enseignants, 100 universitaires en 2000 pour arriver à presque à 700 actuellement. Mais ce qui est très inquiétant, c'est le pourcentage des étudiants Erasmus par rapport au nombre total des étudiants dans l'enseignement supérieur. Et ce 3000 étudiants slovaques qui ont profité d'Erasmus représentent que seulement 1,05% des étudiants qui sont dans un de 3 cycles des enseignements supérieurs. Bien sûr que les mêmes chiffres on peut trouver dans tous les pays de l'Union européenne. La Bulgarie, c'est moins que 0,6%. En France, c'est 1,4%, si je ne me trompe pas, de pourcentage. Alors, ce taux d'étudiants Erasmus est généralement très faible dans les États européens. Naturellement, différents facteurs influencent cette faiblesse présence et les causes sont diverses de chaque État. Je ne vais pas maintenant parler des problèmes slovaques. Je vais passer maintenant à une présentation d'un sondage réalisé par l'Agence nationale qui administre le programme Erasmus dans notre pays. Ce sondage avait plusieurs buts. J'ai choisi le but concernant l'insertion des diplômés universitaires Erasmus sur le marché de travail. Le sondage était réalisé auprès de 400 répondants étudiants on peut dire anciens étudiants qui ont réalisé Erasmus dans les années 2007-2008.
Dans le sondage, les étudiants ont répondu à une série de questions dont j'ai sélectionné les suivantes. Est-ce que le séjour à l'étranger vous a aidé à trouver votre emploi? Ici, on voit clairement que 80% répondent oui. Est-ce que vous avez travaillé à l'étranger? 55% seulement en Slovaquie, mais on voit que 45% des étudiants Erasmus ont une expérience avec, on peut dire, un employé étranger, ont travaillé à l'étranger. Votre formation acquise correspond-elle aux besoins de votre emploi? Ici, on voit que presque 60%, la formation acquise correspond. Et on peut ajouter aussi que pour 28%, formation est supérieure. Alors, c'est presque 90%, on peut dire, des répondants sont on peut dire, contents avec son emploi, son poste qu'ils ont trouvé. Travaillez-vous dans le domaine d'étudier? C'était aussi intéressant. Et on voit que presque 60%, 58% travaillent dans le domaine étudié, dans la spécialisation. Bien sûr, on peut ajouter alors 22% qui travaillent dans le domaine proche de mes études. Cela représente 80% des étudiants. Votre formation acquise est une bonne base pour, on voit ici, 38% pour le premier emploi, 26% alors sont pour la spécialisation dans mon emploi, et 36% on voit que c'est pour la formation suivante. Naturellement, question logique, suivez-vous une formation à ce moment? Alors ici, on voit que 17% suivent une formation pour augmenter sa qualification. Après 14%, formation supérieure, formation linguistique, 25%, cursus de spécialisation, etc. Alors, on peut dire que 80% des étudiants anciens Erasmus sont prêts à une formation après les enseignements supérieurs. Dernière question, avez-vous changé votre lieu de vie? Donc la question ciblée vers la mobilité. À cause de votre parcours de l'enseignement supérieur, donc ici alors plusieurs réponses, 34% oui, et je me suis installé dans une région différente. Oui, je suis installé dans une région différente. C'est erreur, oui, une petite erreur dans la traduction que j'ai mis. Donc c'est oui pour ma région d'études. Deuxième, c'est oui, mais je me suis installé dans la région d'études. 3, non, j'ai fait mes études dans ma région natale. Et 12%, alors non, mais je me suis retourné dans ma région natale. Quel bilan, alors bien sûr, peut-on déduire de ces informations? Alors, le séjour Erasmus, on peut dire, sont considérés comme un facteur important. Par rapport à 1%, on peut dire que c'est un facteur exclusif, mais favorisant la compétitivité dans la recherche d'un emploi. L'importance de la mobilité augmente. Les anciens étudiants Erasmus, ou je n'ose pas dire les nouveaux citoyens européens, n'hésite pas à bouger pour acquérir une bonne formation et ensuite n'hésite pas à bouger pour avoir un bon travail. Il est important de signaler l'existence d'une corrélation, d'une interdépendance entre l'emploi et l'utilisation des compétences acquises pendant ces études. Les étudiants Erasmus dans notre pays sont alors prêts à continuer aussi sa formation pour améliorer leur savoir-faire et pour augmenter leur bien-être. Alors Erasmus est un programme, on peut dire, souhaitable et appréciable qui aide à développer une croissance intelligente qui favorise la compétitivité sur le marché du travail tout en ouvrant un éventail d'acquisition de nouvelles compétences. Quelle perspective alors pour la croissance intelligente en Slovaquie?
Je le vois dans l'Institut universitaire franco-slovaque dont je suis directeur et je vais expliquer pourquoi. Nous développons en Slovaquie, grâce à l'aide de certains parmi vous, de diplômes conjoints, des doubles diplômes, en partenariat avec les universités françaises. Pour être plus concret, on a 4 études francophones aujourd'hui. 4 études francophones aujourd'hui, ça veut dire que ces études fonctionnent en partenariat, mais sans le diplôme français. On a 2 doubles licences en Slovaquie et 6 doubles masters, ça veut dire les étudiants peuvent obtenir le diplôme tant slovaque que le diplôme d'une université française par, on peut dire, le même travail. Nous pouvons bien entendu être fiers de nos résultats, mais afin d'assurer leur bon développement dans les années à venir, nous avons pris en compte la nécessité d'informer et de promouvoir au mieux ces programmes d'études par le biais d'une institution nationale centralisant la réalisation de plusieurs missions. Notre institut est une association, c'est une personnel moral indépendant et c'est surtout une structure à but pédagogique. Il a été créé il y a 1 an, surtout pour visibiliser tout ce travail que nous faisons, bien sûr, promouvoir et développer l'enseignement à la française. Ce qu'on voudrait bien le faire dans les mois à venir ou dans les années plutôt, c'est surtout la labellisation. Donc, essayer d'accueillir une évaluation de qualité. Bien sûr, faciliter les échanges, encourager les autres développements, mais ce qui est nouveau aussi, nouer un partenariat plus important entre les universités et des entreprises qui sont implantées, les entreprises françaises aussi qui sont implantées en notre pays. Bien sûr, alors, nos priorités, c'est en général améliorer le niveau d'éducation, accroître les possibilités de choix d'études, d'intensifier la mobilité des Européens pour augmenter la qualité de vie, le savoir-faire ainsi que notre travail quotidien. Je vous invite très chaleureusement à nous rejoindre. Merci de votre attention. Bien, merci Radovan pour ce témoignage plutôt positif qui contraste pas mal avec ce que nous avons entendu tout à l'heure et qui montre que certains contrats d'études peuvent être vraiment bien montés. Nous allons maintenant passer la parole peut-être à Jean-Paul Guichard. Merci. Qu'il me soit permis tout d'abord de remercier Jacqueline Bergeron. Je ne la connaissais pas, on s'est connus par téléphone, mais j'ai beaucoup apprécié à la fois sa persévérance et son dynamisme. Je voudrais aussi rappeler la mémoire de Franck Biancheri, que certains d'entre vous ont peut-être connu, mort à l'âge de 51 ans il y a quelques jours. Si je vous parle de lui, c'est tout simplement parce que en mars 1987, au cours d'un repas à l'Élysée, il avait convaincu le président Mitterrand de faire pression sur ses collègues allemands et anglais notamment, pour que l'Union européenne finance le programme Erasmus dont Franck Biancheri était l'un des inspirateurs. Donc Erasmus doit beaucoup à ce monsieur et c'est pour cela que je parle de lui. Il y a quelques jours, j'étais à une réunion à Jean Monnet à Bruxelles et M. Barroso est venu nous faire tout un petit discours. Il nous a rappelé combien les difficultés du moment étaient grandes, les taux de chômage ahurissants dans certaines régions d'Europe et il nous a situé la stratégie de croissance de l'Union européenne avec l'éducation au cœur de la croissance et naturellement le développement de la culture de l'excellence est une croissance qui de plus serait bien sûr durable, inclusive et tout ce que vous voulez. Seulement, permettez-moi quand même de le dire, la croissance, il n'y en a pas. Et ce qui est durable, c'est la crise actuellement.
c'est pas la croissance. Et c'est terrible. Et on ne voit pas comment nous pourrions en sortir. Et donc, je crois que dans une large mesure, il y a un discours du déni de nos dirigeants qu'il faut critiquer parce que nous sommes des universitaires. La connaissance dont nous sommes censés être des producteurs, ça commence par la critique. Alors, c'est une invitation que je nous adresse à nous tous, mais osons critiquer un peu les choses, enfin, dire des choses. Et c'est parce que c'est extraordinaire, ces grands messes Jean Monnet qui sont organisées à Bruxelles. C'est finalement, je caricature un petit peu, pardonnez-moi, mais c'est finalement les commissaires européens, les directeurs d'administration des communautés européennes qui viennent faire des amphis aux universitaires, assis bien sagement, là comme vous l'êtes. Et ces universitaires, ils ont pour rôle, s'ils ont une charge en monnaie, de répercuter la bonne parole dans leurs universités respectives et même dans l'environnement socio-culturel de leurs universités respectives. Mais où allons-nous? Enfin, comment ne pas se rendre compte qu'on est face à une sorte d'autisme de nos dirigeants et de nos politiques? Parce que, excusez-moi, mais ça devrait être eux qui devraient être à l'écoute du monde universitaire en disant « mais écoutez, on ne comprend pas trop bien ce qui se passe, expliquez-nous ». Eh bien non, c'est l'inverse. Et d'une certaine façon, les universitaires acceptent de jouer les serviteurs, là, hein, les tireurs de pompe. Alors, ben, ça, il faut le refuser et faire prendre conscience que l'Europe, ça ne se construit pas comme ça. Il ne faut pas garder la langue dans sa poche, surtout quand on est universitaire. Alors, ce devoir de critique, je pense qu'il faut l'exercer sur les programmes, justement, européens. Alors, j'ai parlé du programme Jean Monnet, mais rassurez-vous, ce n'est pas tout négatif, bien entendu. Mais parlons aussi du programme Erasmus. Du programme Erasmus, dont je ne suis pas sûr qu'il réponde en tout point aux espoirs qui avaient été placés en lui il y a 25 ans. Et notamment, que dire de ces mobilités qu'on finance, mal certes, mais ça a un coût quand même, pour des étudiants qui vont faire des études en anglais dans un pays non anglophone. C'est ça la diversité culturelle? Parce que je vous signale que quand même, enfin, je vous rappelle, pardon, que la diversité culturelle est au cœur de la démarche de l'Union européenne en matière de formation, etc. Et il y a un commissaire européen à la formation et à la diversité culturelle, mais ce commissaire européen, à chaque fois que je l'entends faire un discours, en général c'est à Bruxelles, je ne l'ai jamais entendu utiliser une autre langue que l'anglais. Elle aurait pu faire dans la diversité culturelle, hein, mais elle ne le fait pas et elle parle toujours en anglais. Et donc, je crois que nous avons le devoir de se dire que le programme Erasmus, il faudrait peut-être le réorienter un petit peu pour qu'il soit davantage en rapport avec justement la diversité culturelle. Et que peut-être on assiste à une multiplication maintenant de cursus entièrement en anglais, en France hein, même, pour, dit-on, accueillir des étudiants Erasmus. Mais à quoi ça sert si les étudiants doivent étudier en anglais? Mais qu'ils aillent en Irlande, qu'ils aillent en Angleterre. Mais ce n'est pas en France qu'il faut venir. S'ils doivent avoir une mobilité Erasmus pour venir en France, ils doivent étudier en français. Enfin, c'est des choses de bon sens. Hein, ce que je dis là, ce n'est pas du super conceptuel. Et alors, je le dis d'autant plus qu'il faudra être économe de nos moyens. Enfin, il faudra. Par la force des choses, nous sommes en période de crise. Les budgets européens vont avoir des coupes sombres. Donc, c'est facile à imaginer que nécessairement, ça va diminuer. Alors, si ça va diminuer, eh bien, il faut faire en sorte que les crédits qu'il y a soient vraiment bien utilisés. Il y a des choses qui n'existent pas, ou peu, à ma connaissance, c'est que
c'est très bien de former des générations nouvelles, mais il y a aussi le stock des enseignants, des vieux enseignants notamment, les 50 ans, 60 ans, enfin, qui enseignent encore. Bon. Et ces gens-là, vous ne leur ferez pas apprendre les langues comme ça. S'ils ne les connaissent pas, ils ne les connaissent pas. Et puis alors, communiquer dans un mauvais anglais, ce n'est pas toujours la solution, en tout cas pour les échanges un peu en profondeur. Et donc, je pense qu'il y a un besoin d'opérer des traductions d'articles d'une langue à une autre. Moi, je m'occupe beaucoup de coopération avec la Russie et j'éprouve ce besoin. Et d'ailleurs, on est en train de faire des choses dans ce domaine-là. Et je crois que, au titre des moyens nouveaux, enfin, en tout cas, il faudrait des moyens pour promouvoir des traductions de textes scientifiques, enfin, favorisant la circulation des idées entre les divers pays d'Europe, mais et puis aussi entre les divers pays du monde. Enfin, je veux dire que et les environnements, particulièrement les environnements de l'Europe, évidemment, les partenaires de la Méditerranée, du Moyen-Orient et évidemment de l'Europe de l'Est et des Balkans. Alors, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de crédits à attendre, il faut aussi mettre l'accent peut-être sur les programmes qui s'autofinancent, qui n'ont pas besoin de demander pour exister des crédits publics, qu'ils soient nationaux ou bien européens. Et je pense que ça, c'est important, que directement, des universités qui se déclarent partenaires puissent monter des projets internationaux et parfois avec à la clé des doubles diplomations, avec à la clé des mobilités, etc. Je crois, à Nice nous en faisons, mais d'autres en font, notamment avec la Slovaquie, justement. On fait un truc avec Košice. Et je pense que ça, il faut le développer. Alors ça a quelques conditions. Figurez-vous que je suis effrayé de voir le développement de la bureaucratie dans nos belles universités, qui sont devenues autonomes. On en parlait tout à l'heure avec un collègue là-haut qui a exercé des responsabilités dans le domaine de la gestion universitaire. Eh bien, on pourrait se dire, les universités, elles vont être pleines de dynamisme, etc. Je ne suis pas sûr qu'elles aient tout le dynamisme qu'il faudrait. Alors, pour monter des bonnes coopérations qui marchent, il faudrait qu'il y ait des porteurs de projets, naturellement, que ces porteurs de projets, on leur laisse un peu la bride sur le cou, et donc que au niveau de leur fonctionnement interne, les universités aient un peu moins tendance à suivre la voie qui n'est pas la bonne à mon avis, la voie de la centralisation du contrôle, plutôt que du contrôle a posteriori, du contrôle a priori et des embûches qui font que finalement les gens n'arrivent pas. Et quand je dis cela, parfois en matière internationale pour des programmes autofinancés, les universités échelon central se disent on va prélever notre dîme, etc. Et ce qui contribue à rendre encore plus difficiles les choses. Voilà, il me reste plus qu'une minute, mais j'arrivais à la fin de ma péroraison. Si vous voulez, en un mot, je dirais, écoutez, ne nous bridons pas, osons parler, osons critiquer et osons entreprendre. Voilà. Bien, merci Jean-Paul Guichard pour ce discours quasiment falstaffien. Heureusement d'ailleurs que... Il faut le prendre bien ou mal ? Il faut le prendre bien de la part d'un angliciste, bien sûr. Alors heureusement que Radovan n'a pas parlé en slovaque tout à l'heure, parce que je ne suis pas sûr que nous aurions été très nombreux à comprendre. J'ai bien compris aussi que l'Angleterre restait quand même l'endroit où il fallait aller pour faire des études en anglais. Je crains que ce soit une île un peu trop petite pour recevoir tout le monde, malgré tout. Alors sur ces bonnes paroles, je vais peut-être passer la parole justement à Gilles Rouet. Merci beaucoup de me donner cette parole juste après Jean-Paul. Je dois dire que je vais avoir du mal à être aussi impertinent.
moi non plus, je ne suis pas allé, comme beaucoup d'autres, cher Jean Monnet, à ces messes à Bruxelles. D'ailleurs, je n'y ai jamais mis les pieds personnellement, mais je vois que tu en as fait l'expérience. Je voudrais pendant les quelques minutes, m'inscrire dans la logique qu'a démarré Anna Krasteva, qu'a continué Anthony, en passant par Lisa, et revenir sur des points peut-être fondamentaux ou essentiels ou quelques questions. La première question qui a été posée, c'est justement migration-mobilité. Vous allez voir que je vais y revenir à la fin, parce que les deux sont évidemment liés, pas forcément au niveau des individus, mais au niveau des établissements. Une des questions me vient tout de suite, c'est comment on relie la mobilité avec l'identité européenne. Ça, je suis absolument d'accord avec la question qui a été posée. C'est, en plus, ma chère Jean Monnet, moi, c'est identité et culture, donc on est en plein dedans. Et c'est vrai qu'on peut se demander si, après tout, pour être européen, il ne faut pas être mobile. On se pose beaucoup cette question en ce moment sur les mobilités virtuelles, comme on dit de façon un peu mauvaise, à mon avis. En essayant, c'est Dominique Volton qui disait il n'y a pas longtemps qu'il faut justement réfléchir à la mobilité en intégrant le e-learning et non pas en l'excluant. Bon, ça fait partie des perspectives. Alors, le sujet est très complexe parce que les mobilités, on l'a rappelé tout à l'heure, on en a fait la promotion comme on pouvait, j'y reviendrai, par rapport aux libres circulations. Alors, Anna disait les circulations des travailleurs, des emplois, oui, bien sûr, mais pas seulement. La libre circulation des citoyens, et je voudrais revenir un peu aux citoyens. Ça a été dit en filigrane, puisque il est vrai que ces processus, c'est cette auberge espagnole qu'on aime tous. Moi, j'aime beaucoup le caractère festif de la découverte, pas simplement le fait de mettre sur son CV des lignes et de se projeter, comme l'étudiant l'a dit tout à l'heure, de se projeter une carrière. C'est honorable, mais entre le pôle emploi et l'auberge espagnole, je continue à préférer l'auberge espagnole. Et ce modèle d'étudiants qui voyagent et qui font souvent plus la fête qu'autre chose, comme on le montre dans le film, c'est aussi ça le processus d'intégration, de construction européenne, ce processus identitaire et cette découverte, alors que beaucoup d'autres l'ignorent. Tout à l'heure, Radovan parlait du petit pourcentage d'étudiants Erasmus, mais ne croyez pas pour autant que les étudiants slovaques ne soient pas mobiles. Les étudiants slovaques sont peu en Erasmus, mais beaucoup mobiles. D'ailleurs, il y a même des moments où on arrive dans les salles vides. Où sont les étudiants? Ils sont tous ailleurs. Ils trouvent des moyens, pas qu'en Erasmus, un peu partout. Et pour un étudiant de Banska Bystrica, la plupart d'entre vous ne doivent pas savoir où c'est, eh bien l'Europe, c'est petit. L'Europe, ça existe, c'est concret et c'est petit. Alors que pour un étudiant d'ici, peut-être, si je vais dans un amphi de première année, comme un étudiant faisait la remarque de l'élitisme de Erasmus, je partage tout à fait sa remarque, c'est peut-être pas si petit que ça, au moins à envisager. Et on envisage l'Europe avec cette logique de mobilité. Alors il faut dire aussi que la Slovaquie est un pays tout en longueur, où on a l'habitude de ça. On a l'habitude, Jean-Paul travaille à Košice, il sait comment c'est aussi. Košice, c'est à un bout. Bratislava, c'est à l'autre bout. Et on voit d'ailleurs, on a du mal à avoir des billets de bus pour rentrer chez soi pendant le week-end, parce que tous les étudiants migrent en interne. Pas qu'en interne, ils migrent aussi en Tchéquie, puisque c'est un pays qui a, je complète ce qu'il dit, qui a énormément d'étudiants. Ils ont des droits voisins entre les deux pays quand ils sont séparés, et beaucoup d'étudiants vont en Tchéquie. On ne sait pas exactement. C'est un peu 18 000 selon les uns et 6 000 selon les autres. Vous allez comprendre pourquoi c'est une question complexe. Donc on est dans des problématiques assez compliquées et des problématiques qui politiquement nous posent beaucoup de problèmes à comprendre, puisqu'on aura dans 2 jours un colloque sur la coopération grâce à Philippe et à l'Université de Bordeaux 4, sur la coopération franco-bulgare en partie, pas seulement. Et effectivement, l'intra-européen dont on parle, Erasmus, c'est 33 pays. Alors c'est les 27 plus des autres, dont la Turquie, les candidats officiels, et puis ceux qui sont là sans y être, comme la Suisse, la Norvège. Donc c'est pas simple. Et si je continue, tout à l'heure, on n'a pas eu de processus de Bologne, notamment Lisa nous en a reparlé. Le processus de Bologne, si je me souviens bien, c'est 47 pays, c'est-à-dire c'est le Conseil de l'Europe moins 1 plus 1. Donc c'est pas simple non plus. Et si je continue, on a eu une belle époque de programme où on a lancé une initiative avec les USA que Bush a coupé pour des raisons financières. Ensuite, j'étais moi dans la première vague de l'initiative Union européenne-Canada, qui viennent d'être coupées il y a cette année, je crois, ce qui est d'ailleurs très scandaleux pour les collègues qui sont insérés dedans. En ce moment, l'Amérique latine s'y intéresse beaucoup, les universités africaines
se disent tout compte fait, pourquoi pas? Pourquoi on n'irait pas aussi dans ce sens-là, en termes d'organisation? Donc effectivement, c'est un problème qui nous dépasse largement, dans lequel les initiatives sont très intéressantes. Elles partent souvent des établissements, ça je suis d'accord avec Jean-Paul, c'est souvent par les établissements et les individus qu'on arrive à quelque chose beaucoup plus. C'est pour ça que l'interpersonnel est difficile à cadrer, est difficile à mettre en équation. C'est difficile de savoir quand on arrive vice-président en RI par exemple d'université, qu'est-ce qui marche pas. Alors on a des listes. Je me souviens, j'ai eu cette fonction-là, Thierry l'a eu aussi, on est nombreux à avoir eu ces fonctions, où on arrive, on a des listes. Alors que fait-on? On rencontre les collègues, on dit mais qu'est-ce que tu fais exactement à Pascal Bistritza? C'est sur le papier où vraiment il y a des échanges, vraiment il y a des profs, vraiment il y a des étudiants, vraiment il y a des doubles diplômes. Et c'est quand même une caractéristique très intéressante d'être à la fois dans une logique de réseau et une logique institutionnelle. Alors, je ne vais pas parler trop longuement, mais le premier point, c'est du terme du constat. Parce que c'était une introduction, évidemment. En termes de constat, on n'a que 3 millions, on est atteint les 3 millions d'Erasmus. D'accord. Erasmus, c'est un déclencheur, c'est un symbole, c'est quelque chose de concret par rapport à l'Europe, par rapport à la construction européenne. Souvent, en Slovaquie, on dit, c'est pas compliqué, Schengen, l'euro, Erasmus, c'est les 3 points qui concrétisent notre appartenance à l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est une question ouverte. Qu'y a-t-il d'autre pour les Bulgares que Erasmus ou que des programmes européens pour concrétiser réellement leur appartenance, puisqu'ils n'ont pas Schengen encore, ni l'euro. Donc effectivement, 3 millions, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même déjà assez significatif parce qu'on en parle beaucoup, parce que c'est une planète blog, parce que les Erasmus s'assemblent, ils ont une culture, et c'est facile à constater dans toutes les universités partenaires. Il y a à peu près 4000 établissements en Europe, 3000 un peu plus ont une charte Erasmus, donc vous voyez que c'est quand même en Union européenne, plus je parle là. Mais on est loin de l'objectif. Cet objectif qu'on a rappelé tout à l'heure, qui était économico-social, pour simplifier, qui était de 10%, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au moment où nous autres, nous contestions un petit peu ce rapprochement de Lisbonne et de Bologne, justement, c'était 10%. Et là, les derniers chiffres annoncés, c'est 20% à l'horizon 2020. On est à peine à 4,5% du stock, pas par année. En France, on a 1% des étudiants, en gros, qui sont Erasmus, et il y a 10% de mobiles. Alors, que font les 9% autres? Ils font autre chose, ils se débrouillent, ils ont d'autres mobilités, et heureusement. Autrement dit, c'est comme une sorte d'iceberg. On a Erasmus en symbole, qu'on plaque, et on a tout le reste, toute cette mobilité qu'on a organisée. Et comment on l'a organisée, cette mobilité? Parce que le processus de Bologne, dont je suis l'un des premiers critiques, pour des raisons, j'aurai peut-être le temps de dire, ça fonctionne. Ça nous a permis, et j'étais content de voir qu'au Liban, nos collègues sont rentrés dans la démarche. Ça nous permet de ça. Ça nous permet à nous d'aller y enseigner, en français, je préfère d'ailleurs. Ça nous permet aussi aux étudiants de transférer leurs crédits, etc. C'est vrai que c'est compliqué. On a travaillé beaucoup sur cette question. La question que vous posez, monsieur, c'est une question fondamentale. C'est pas le crédit qu'on reconnaît. Le crédit, c'est l'instrument qui permet de reconnaître autre chose. Mais c'est pas le crédit en lui-même. À la limite, on s'en fout du crédit. D'ailleurs, avec certains pays qui n'ont pas ces crédits, on y arrive aussi parce qu'on a des conventions. Alors, on a donc une nouvelle philosophie à avoir par rapport à tout ça, et c'est vrai que la négociation est complexe en ce moment. Vous savez que entre les pays du Nord, pour faire simple, et ceux du Sud, plus la France, pour faire simple toujours, on a une lutte. Ça n'a rien donné au dernier. Le 26, c'est-à-dire aujourd'hui, hier, on avait une négociation financière. J'ai pas eu d'écho. On demande 19 milliards pour Erasmus pour tous. Monsieur de la région, monsieur du comité de région, je crois, a raison. Erasmus pour tous, tout au long de la vie, bien sûr, avec une ouverture ouverte, une ouverture générale, et surtout l'idée qu'on va peut-être arrêter avec le up-bottom pour faire du bottom-up, c'est-à-dire faire comme on a essayé de faire en culture avec ce plan D après le non au référendum en France et le non un petit peu au-dessus de chez nous, faire en sorte que ce soit par les citoyens eux-mêmes qu'on y arrive. Autrement dit, que l'étudiant lui-même fasse ses demandes, comme ça se passe un petit peu comme les programmes Grundvig ou pour des programmes jeunesse et choses comme ça. Mais ça, c'est un objectif qui demande énormément de moyens. On avait 7 milliards dans l'ancien système, on en demande 19 milliards, et pendant le même temps, les coupes pourraient être de 200 milliards. Donc vous faites vite le calcul, si on garde la PAC, ça veut dire que le programme qui est le mieux connu, le mieux reconnu dans toute l'Europe, risque justement d'avoir de gros soucis
notamment parce qu'on veut l'étendre. C'est ça la contradiction. En voulant l'étendre, on risque même de le réduire. Et ça, c'est dramatique, et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre sur ces domaines. Alors, comme vous le savez peut-être, une initiative citoyenne est lancée pour tenter de convaincre donc énormément de gens de tous les pays. C'est une des premières, hein, vous savez que le traité consolidé le prévoit. C'est une des premières qui va justement c'est lancé, c'est facile à voir dans les blogs. Hein, je l'ai signé la semaine dernière, donc je vous invite à la trouver. C'est une initiative pour que les citoyens revendiquent leur attachement à ce programme qui deviendrait Erasmus pour tous. Voilà. Alors, il y a 3 mots-clés, je vais vite. Il y a 3 mots-clés dans... on en a dit 2, il y en a un qu'on n'a pas trop dit encore, c'est qualité, gouvernance, autonomie. Lisa a présenté la qualité et surtout sa présentation est extrêmement pertinente parce qu'effectivement, on a instrumentalisé le processus de Bologne pour des raisons diverses, hein, on a beaucoup écrit là-dessus, et effectivement, il ne faut pas focaliser sur l'instrument, mais sur l'objectif. C'est l'objectif qui fait les programmes entre nous, ce n'est sûrement pas les instruments. Les crédits ne sont pas une fin en soi, comme il a été dit, bien évidemment. Alors ça veut dire qu'on peut adapter, qu'on peut être flexible. En Bulgarie, le niveau normal de sortie, c'est 4 ans. Bon, quand les Français me disent ils ont la licence en 4 ans, je leur dis non, ils ont un niveau normal de sortie en 4 ans. Ce n'est pas la même chose. Autrement dit, il faut savoir comprendre les systèmes de nos voisins et amis dans le contexte dans lequel ils sont. Et non pas se dire, allez, on fait du LMD. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a en gros 3 cycles, mais qui ne correspondent pas forcément aux mêmes réalités. Et c'est là-dedans qu'il faut se retrouver. Alors, si je vais un peu plus loin, il y a des problèmes énormes qu'il faut régler. Et tout à l'heure, on en a parlé un tout petit peu. C'est qu'on a quand même une grosse contradiction dans ces problèmes de mobilité. C'est que le premier problème est celui de la portabilité des aides. On en parle un peu pour les retraites. Je ne sais pas si vous avez vu. On se rend compte que beaucoup de retraités français commencent à aller dans certains pays. On avait déjà vu ça en Slovaquie, parce que leur pouvoir d'achat est plus... Bon. Pour les étudiants, c'est la même chose. Quelle portabilité on peut avoir des aides? Et l'autre problème, c'est celui de financement interne. On est dans une Europe qui se construit de façon complexe. Et effectivement, on a des financements très compliqués à comprendre parce qu'ils sont nationaux. Et quand les Français vont en Belgique faire des études de kiné, quand les Macédoniens, il y a 3000 Macédoniens qui allaient en Bulgarie où les études sont gratuites, à moins d'appliquer la règle, à ce moment-là, les budgets n'y suffisent plus. Regardez par exemple ce qui se passe entre l'Allemagne et l'Autriche sur les études de médecine. Et je pourrais vous donner comme ça une dizaine d'exemples très graves, mais je ne vais pas le faire, où effectivement, on se rend compte qu'on a un problème supranational. C'est qu'à force de continuer de construire l'Europe et notre mobilité en partant des États et des nations, on oublie tout simplement ces 2 points essentiels, qui sont que tout compte fait, les études se financent. Et elles se financent quand on est dans une logique de service public et pas dans une logique, bien sûr, complètement marchande. Et là, je finis là-dessus, c'est là où on a à la fois une schizophrénie et une paranoïa. La schizophrénie, c'est qu'on est dans un contexte européen citoyen de création d'un projet, et en même temps, on est dans un contexte mondial où l'OCDE ou la Banque mondiale vont vous expliquer que c'est un marché gigantesque avec des profits à venir, où vous avez des entreprises, plus que des universités australiennes ou nouvelle-zélandaises, qui vont vendre des produits. Et comment on se dépatouille, nous, entre les deux? C'est quand même un gros souci. C'est très étonnant que les étudiants ne revendiquent pas plus, d'ailleurs. Peut-être que ça leur convient, mais en tout état de cause, dans certains pays, ça remue pas mal sur ce point-là. Donc je conclus, la paranoïa, c'est qu'on en a peur. Donc la schizophrénie, c'est qu'on est dans les deux, et la paranoïa, c'est qu'on en a peur. Alors que, Jean-Paul l'a dit, à partir du moment où nous avons amorcé la pompe de la coopération et de la compétition en même temps, oui, on peut le dire, après tout, on est entre compétition, toujours entre nous, c'est très bien comme ça, c'est un match amical, je dirais. À partir du moment où on a amorcé cette pompe, c'est irréversible. Les universités européennes sont dans des réseaux maintenant qui sont complètement irréversibles. Alors, je ne partage pas forcément l'idée sur l'anglais, mais bon, je l'entends très bien. Après tout, la pluralité, plus que la diversité, fait que les langues sont importantes. Et moi, je suis très optimiste, et je conclus là-dessus, parce que quand on regarde les motivations maintenant des étudiants, je reviens aux étudiants, pourquoi, après tout, veulent-ils être mobiles? Ne pensez pas qu'ils aient
que la plupart aient cette idée de carrière. C'est vraiment une minorité. Qu'est-ce qu'ils vont vous donner en premier? Je vais découvrir des nouvelles cultures. C'est ce que disent majoritairement les Turcs quand ils viennent en France. D'autres vont vous dire, je vais apprendre des langues mieux. C'est ce que disent les Slovaques quand ils vont dans un autre pays. Et d'autres vont vous dire, bah, je vais essayer de découvrir l'Europe, d'avoir une idée peut-être un petit peu de ce que c'est, etc. Et on a effectivement des motivations qui sont extrêmement ouvertes et qui nous rassurent, parce que, sans être impertinent, si on revient sur les valeurs de tout ça et sur les valeurs du processus de Bologne, on comprend un certain nombre de programmes, bien sûr, qui sont liés à ça. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci Gilles pour cette intervention très intéressante. Je constate qu'on conclut de façon plutôt optimiste après avoir brossé une peinture plutôt sombre de l'avenir d'Erasmus. Et puis ce que je retiens surtout, c'est que on est arrivé à parler d'un processus qui devrait être de type bottom-up et non pas top-down. Et je constate donc que c'est bien toujours l'anglais qui règne en maître, malgré ce que d'autres ont prétendu. Je vais passer maintenant la parole à Pierre Bailly, peut-être, s'il le veut bien. Merci. Alors, je vais changer un peu de thème, même si je me suis un peu aussi occupé d'Erasmus. Je vais plutôt essayer de réfléchir sur Tempus, et sur les programmes Tempus, qui est un peu le troisième volet de ce dont on parle depuis ce matin. Alors, des projets Tempus, j'ai commencé à être impliqué dans les projets Tempus autour de 1993. Donc, j'ai surtout l'habitude d'avoir fréquenté toute la bureaucratie, la complexité de ces programmes. Moi, ce qui m'intéressait ici, au fond, c'est qu'il me semble que les programmes Tempus ont des enjeux géostratégiques qui sont un peu différents de la logique Erasmus, qui, elle, se situe plus sur un plan, je dirais, européen. Alors, on revient à l'anglais, le soft power, mais pour ma part, je ne suis pas du tout gêné d'avoir une partie de formation en anglais. Ça fait partie du discours. Il me semble d'ailleurs que la bonne solution en langue, c'est de comprendre l'autre et que l'autre me comprenne, ce qui me paraîtrait d'une très bonne chose dans les logiques européennes. Mais c'est une autre question. Alors, il me semble que les Tempus se situent dans des enjeux post-soviétiques. C'est-à-dire que c'est clair qu'ils se mettent en place. Il faut soutenir, influencer la transition d'économies centralement planifiées dans deux sens, vers le capitalisme, l'économie de marché. Alors on ne parle pas encore de l'économie sociale de marché, puisque ça c'est un peu plus tard dans l'histoire européenne, mais c'est cette idée d'une économie de marché régulée, qui justement va s'opposer, et en particulier c'est vrai qu'on va le retrouver très vite en Union soviétique, au pur marché non régulé que mettent en place les Chicago Boys ou plutôt les Howard Boys autour de la Russie. Et le deuxième, c'est les valeurs européennes. Alors, je ne vais pas revenir sur la différence entre les valeurs européennes, américaines, etc. C'est quelque chose qui était assez connu. Et je crois que c'est les deux éléments qu'il faut intervenir. Parce qu'au fond, il ne faut pas oublier quand même que ce soit les PECO ou les pays de l'ex-Union soviétique, c'est pas en Europe qu'ils viennent chercher les réponses et les solutions à leurs problèmes de transition. C'est vers les États-Unis. C'est quelque chose de très clair, très massif. Ce sont les États-Unis qui sont à ce moment-là le modèle intéressant. C'est pas l'Europe. Et l'Europe est secondaire par rapport à ces transitions. Et dans certains cas, il en reste encore des choses. Alors, Tempus, je ne vais pas m'intéresser à Tassis, je me laisserai sur Tempus. C'est un peu l'instrument spécifique pour l'enseignement supérieur pour avoir cette influence européenne de façon à le développer. Alors, en fait, Tempus va répondre à trois objectifs. D'abord, il répond au premier objectif, préparer l'adhésion à l'Union européenne d'un certain nombre de pays. Alors, c'est les PECO, le phare, bon, on va oublier que c'était purement Pologne-Hongrie, qui se met en place dès 1990-1992. Et puis, deuxième préparation à l'Union européenne, c'est les Balkans, 1996-2000, pour les donner. Ça, c'est clair, il s'agit d'intervenir dans des pays dans lesquels les transformations, y compris universitaires, sont vers une adhésion. Ensuite, on a l'environnement proche. Alors, l'environnement proche, alors on me dirait la CEI, oui, mais n'oubliez pas les États baltes. Bien sûr, les États baltes rentrent plutôt dans
l'adhésion. Alors la CEI dont on ne sait plus, est-ce que la Géorgie va adhérer, l'Ukraine? Bon. Mais en gros, c'est la CEI, c'est les programmes TACIS, les programmes Tempus TACIS. Et ça, il s'agit beaucoup plus d'organiser des partenariats. Il n'y a pas d'un objectif d'adhésion. D'autant plus vrai qu'à partir du moment où on met les Tempus qui s'élargissent à l'Asie centrale, même si n'oublions pas que l'Asie centrale est dans le processus de Bologne. Ce qui fait partie. Mais bon, je crois que Gilles l'a dit, qu'est-ce que l'Europe? Le Kazakhstan appartient. Qu'est-ce que l'Europe? Ça dépend comment on entend ce mot, qui est un peu complexe. Et puis, c'est vraiment proposer un modèle européen, y compris sur le plan universitaire, un modèle alternatif au modèle des États-Unis. Et à ce moment-là, il y a une question qui se pose, qu'est-ce que c'est que le modèle européen d'enseignement supérieur? Et la réponse, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que quand on commence les TACIS, on n'est pas dans le processus de Bologne. Et le processus de Bologne n'a pas donné un modèle européen d'enseignement supérieur. Il a donné des grands traits de ce que peut être la mise en compatibilité de modèles, de systèmes nationaux, voire infranationaux. Donc, c'est quand même la grande découverte. C'est d'ailleurs aussi, ça a été aussi une grande découverte sur le plan purement économique. Quand on dit, on va expliquer quelle est l'économie, vers quelle économie on va. C'est le modèle français. Oh, mais c'est évidemment le meilleur puisqu'on est français. Ce n'était pas l'avis des Allemands. Pas non plus celui des Britanniques, ni des Danois. Bon, on ne va pas arrêter. Donc, on a découvert d'abord, on n'avait pas de modèle universitaire, on n'avait pas non plus de modèle économique et social qui soit modèle européen. On a des grands principes, des grandes valeurs, des grandes structures, mais on n'en a pas du point de vue universitaire. Qui plus est, si on peut imaginer, allez, dans les années 60, 70, on avait un modèle français. Depuis les années 80, on a des transformations qui n'arrêtent pas et qui arrêtent, et je veux dire, aussi bien au plan des nations qu'au plan européen. On a parlé de Bologne, est un des éléments. Alors, ces grandes mutations, c'est la massification, démocratisation, massification, on ne rentrera pas dans ce débat aujourd'hui, c'est la professionnalisation. Je dirais en dehors des facultés de droit et de médecine, les universités françaises étaient professionnalisées pour former des enseignants. Mais dès qu'il s'agit de former d'autres catégories que les enseignants, ils sont bien trouvés mal. Et on en est dans ce processus de professionnalisation dont on a abordé tout à l'heure, qu'on voit bien que c'est un vrai problème. Quel était le modèle en 1990 de la professionnalisation en France? Ce n'est pas vraiment celui qu'on a aujourd'hui, me semble-t-il, sans vouloir revenir sur l'histoire. Donc, les années 2000, on a un schéma commun, c'est Bologne. On donne un schéma, il y a 3 niveaux, on sortira à peu près bien, on essaye d'avoir des compétences, et puis des structures diverses qu'on rend compatibles. Qui sont compatibles, difficilement, ça ne rentre pas toujours, mais on y arrive. Donc, en fait, quand on va arriver, c'est cette absence de modèle, et c'est plutôt des valeurs, c'est plutôt des façons de concevoir l'enseignement supérieur dans sa transformation dans les pays européens qui est là. Ce qui fait que par rapport aux Américains, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de prêt-à-porter. On va être à chaque fois obligé de faire du sur-mesure. Enfin, dans les programmes Tempus dont je me suis occupé, ça a toujours été le cas. On n'arrive pas avec du prêt-à-porter, c'est comme ça, clac, clac. Le collègue américain avait plutôt des structures simples, c'est comme ça, la concurrence. Nous, on dit compétition, coopération, pas concurrence. On n'est pas dans le marché. Et je crois que c'est un élément important de la culture européenne au niveau universitaire. Alors, le Tempus phare, rapidement, former les cadres de la transformation des économies pour les PECO et développer des coopérations entre les établissements universitaires européens et les futurs adhérents. Alors, c'est vrai qu'en 1993, on ne dit pas encore européen, on essaye même de penser autour de Visegrad des coopérations renforcées entre quelques États qui pourraient ensuite adhérer à l'Union européenne. Ça échouera parce que... on va pas rentrer dans le détail. Non, après, je vais être trop bavard. Alors, les champs d'intervention. Alors, les champs d'intervention de Tempus, c'est d'abord la réforme des formations dans les champs de l'économie et de la gestion, c'est-à-dire l'élément essentiel. Tempus ne s'occupe absolument pas de tous les aspects, je dirais, physique, chimie. D'abord, le niveau n'est pas nécessairement mauvais, mais en économie et gestion. Il s'agit de former des gens, et je l'ai dit,
dans la logique de cette transformation des économies. Alors, licence, maîtrise. Bon, à l'époque, on n'appelait pas ça licence-maîtrise. On avait d'autres mots. On avait des DUG, on avait des maîtrises, bon, qu'importe. La recherche était interdite. L'objectif n'était pas le développement de la recherche. Il faut bien s'en souvenir. Tempus, ce n'est pas la recherche. La recherche n'est pas autorisée. Ce qu'on en fait, on le cache. On fait des colloques de... Bon, après, on peut bien ce qu'on veut. On s'en fout. Mais ce n'est pas autorisé officiellement. Parce que l'objectif n'est pas de faire des chercheurs, l'objectif est de former des professionnels pour assurer le développement de ces nouvelles économies capitalistes. Là aussi, d'ailleurs, juste une remarque par rapport à ce que je dis, c'est l'époque aussi, on commence à découvrir qu'il y a des capitalismes et qu'on ne sait pas ce que c'est concrètement qu'un capitalisme. D'où, là aussi, d'ailleurs, tout un ensemble de choses qui vont être tout à fait intéressantes. Et puis, deuxième aspect, c'est transformer la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur vers plus de démocratie, pour faire simple, pour aller vite, et moins d'autoritarisme. Ce qui fait parfois qu'on se demande si la LRU n'est pas quelque chose qui vient d'un passé lointain. Mais bon, c'est juste une remarque. Alors, une fois qu'on a eu les premiers aspects de, si vous voulez, sur l'économie-gestion, on est passé aux politiques. Alors, on est passé aux politiques, tout un ensemble d'éléments de Tempus, dans lequel il y avait des aspects de démocratie, de développement des droits de l'homme. Là, on a d'ailleurs vu arriver dans les projets les juristes. Et Bordeaux 4, je crois, a été relativement impliqué dans ce domaine pour avoir rencontré des collègues. La démocratie, les droits de l'homme, et puis on est passé ensuite aux publics spécifiques. Alors les publics spécifiques, que j'ose pas dire les minorités, puisqu'il y a eu beaucoup de programmes qui étaient destinés aux femmes, mais on a commencé à considérer que les ségrégations de fait étaient aussi des éléments contre lesquels il fallait intervenir, parce que ça fait partie de la culture européenne, ça fait partie des éléments. Donc on a été dans ce terrain, vers des champs plus politiques, donc plus délicats. Je me souviens avoir proposé un projet de développement de la démocratie, enfin de la formation des fonctionnaires d'un peu plus de démocratie en Ouzbékistan. Ça n'a pas été un succès remarquable de la part des Ouzbeks. On a ensuite développé des éléments, une fois qu'on avait formé des universitaires, parce que les gens sont venus, les étudiants sont venus, les échanges. Alors, il y avait ce qu'il y avait dans les programmes, puis il y avait ce qu'il y avait autour. C'était clair. Ensuite, on a développé des éléments de relations université-entreprise. On allait vers la professionnalisation. Mais là encore, ces relations université-entreprise, je dirais qu'on les crée dans les programmes Tempus, en même temps qu'on les crée dans nos universités. Non, en tout cas dans la mienne. Où c'est le moment aussi où on réfléchit à ces relations université-entreprise qui soient un peu moins d'étrangeté, d'extériorité. Mise en œuvre de Bologne. Alors, mise en œuvre de Bologne, là, on est bien entendu dans quelque chose de tout à fait intéressant. Schizophrénie, tu disais tout à l'heure, Gilles, parce qu'il ne faut pas oublier que le processus de Bologne, ce n'est pas la Commission européenne. Les ECTS, c'est la Commission européenne. Bologne, ce n'est pas la Commission européenne. C'est une initiative de au départ, quelques ministres de l'enseignement supérieur. Ce qui permet d'ailleurs d'avoir une extension qui est bien plus large que l'extension de la communauté, même si on prend l'espace d'enseignement, l'espace économique européen. Parce que en fait, c'est un projet, alors je ne dirais pas qu'il vient de la base, parce qu'un ministre de l'Éducation nationale n'est pas nécessairement la base, mais en tout cas, ça ne vient pas directement des États en tant que tels. Et il me reste 1 minute. Voilà. Et on va avoir un élargissement vers tous les champs disciplinaires. Alors, ce que je voudrais dire, on va laisser tout ça, c'est pas très grave. Bon, on l'a dit. Alors, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à MEDA. Puisque, en fait, là, on a actuellement on voit bien qu'on passe de l'Est vers le Sud. Alors, ça ne veut pas dire qu'on abandonne complètement les relations avec la CEI et l'Asie centrale, mais on a très clairement une réorientation vers MEDA. Alors, MEDA, ce n'est pas un programme récent, puisque 2002. Alors, là encore, et je reprends un peu ce que j'ai dit, on est dans une logique d'instrument d'influence. Parce que ici encore, on est aussi... et alors c'est tout...
Ces instruments d'influence, je dirais, jouent d'autant plus aujourd'hui que la plupart des pays de la Méditerranée abandonnent ce qu'on a appelé les révoltes, les révolutions arabes, qu'importe le terme, mais abandonnent justement ces éléments d'organisation centralisée tout autant de l'économie que des universités. On passe vers des éléments, alors, je ne veux pas dire que c'est identique, mais c'est pour une part analogue. Hein. Quand, au fond, on avait des régimes qui organisaient la vie sociale et économique, et là, on est en train d'aller vers des régimes qui les organisent moins. Il ne faut pas dire qu'ils ne les organisent plus, mais des éléments. Donc, on est quand même, là encore, toujours de cet instrument d'influence, pas d'intervention directe, le soft power. Évidemment, ça s'articule avec le projet du PM, qui est compliqué. Allez, on va dire faire simple. C'est l'UPM, c'est pas PMF. L'objectif est très large et très global. C'est-à-dire qu'en fond, tout ce qui était le processus des tempus, l'élargissement des tempus, est maintenant acquis par rapport au programme MEDA actuel. Hein, je ne parle pas de celui de 2002. Donc très large, hein, de développer des coopérations universitaires, de rénover les formations universitaires. Alors parfois, c'est un peu, on vous impose Bologne, on vous impose les crédits. Il y a cet aspect, hein, il y a un certain nombre de programmes, c'est clair. Bah, je pense que les collègues des universités de la Méditerranée sont comme les collègues des universités de la CEI, oui. Et puis quand le programme est fini, ils organisent les choses comme ils l'entendent. Ça ne veut pas dire qu'on a échoué, ça veut dire simplement qu'on a permis des évolutions, qu'on a aidé des évolutions. Mais on n'a pas fait ce qui était notre modèle du jour, parce que sur 10 ans, nous avons quand même beaucoup changé. Donc, il s'agit aussi de structurer des institutions universitaires plus démocratiques. Allez, juste les problèmes qui se posent, je pense que sont très liés sur MEDA, à la fois la crise économique en UE, et surtout les changements politiques dont j'ai dit qui donnent une possibilité sans doute très intéressante de pouvoir redévelopper des valeurs, des structures qui ne sont pas très loin de ce qu'on a pu développer grâce à Tempus. Bien, merci. Bien, merci Pierre Baillet pour cette approche à la fois historique et géopolitique de Tempus. On a appris qu'il y avait des mutations. Alors, il y a une chose que je n'ai pas entendue, que si on avait eu le temps de discuter, j'aurais peut-être mis sur le tapis, c'est le passage, je dirais, d'une comment dirais-je, de la connaissance à la compétence dans l'université. C'est un passage difficile. Il est difficile de faire comprendre aux gens que on doit se professionnaliser et que tout cela passe par la détermination de compétences. On n'aura pas le temps, malheureusement, d'en parler. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Thierry Combe, qui est notre dernier intervenant. Merci. Alors, Gilles a conclu en parlant de paranoïa et de schizophrénie. Alors, moi, je suis un peu dans le même attitude. Connaissant Pierre et Gilles, sachant leur propension à dépasser les temps de parole, j'avais peur de passer derrière eux. Donc là, la paranoïa s'en trouve confirmée. Au niveau de la schizophrénie, c'est le sens de mon intervention. Le thème, c'est sur regard croisé sur les programmes européens. Donc, étant moi-même acteur local, j'ai été vice-président de relations internationales, responsable de formation, participant à de nombreux projets européens, mais aussi, je dirais de l'autre côté, au point de vue national, je suis membre du CNESER. Le CNESER, c'est ce qui, je dirais, en bout de course de la procédure d'accréditation. Je suis aussi expert à ERS et membre de la CNU. Donc, j'ai aussi le côté, qu'est-ce que la dimension qu'on peut donner dans ces différentes instances, soit à la participation ou non à des projets européens. Donc je dirais à travers ces deux éléments, j'ai voulu structurer mon propos sur cette schizophrénie entre ce qu'on veut, ce qu'on revendique, donc le discours, et la réalité de ce qu'on obtient, la reconnaissance, la valorisation. Alors si je vais prendre par les différentes instances concernées, je vais commencer par les étudiants. Généralement, les étudiants, quand ils s'engagent dans un programme européen,
Le plus souvent, c'est Erasmus, hein, ça a été dit, redit. Ce qu'ils veulent, c'est une stratégie à très court terme, c'est obtenir leur diplôme. Et obtenir leur diplôme, ça passe par la reconnaissance des crédits qu'ils pourraient obtenir à l'étranger. Alors c'est une stratégie très payante parce que c'est un témoignage, hein. C'est plus ce qui se passe dans mon université que la réalité. Il n'y a pas vraiment d'études faites au niveau national. On s'aperçoit que les périodes passées à l'étranger correspondent à une validation sans problème des ECTS, c'est-à-dire pour un étudiant qui part à l'étranger, quand il revient, ça lui permet effectivement d'obtenir son année. Alors, et ce, d'autant plus depuis une paire d'années, on essaie de traduire les validations étrangères en A, B, C, D, E, F, et ainsi de suite, par des niveaux de notes. Par exemple, quand vous obtenez A, ça veut dire que vous avez 18. Donc quand vous avez 18, alors généralement ils ne sont pas tous A, nos étudiants, ils sont des B, des C, mais même C, ça veut dire 14. Quand vous obtenez sur un semestre 14 de moyenne, compte tenu des règles de compensation, ça vous permet d'en avoir que 6 au premier semestre. Donc je dirais que le niveau diplôme, c'est des stratégies qui se développent, qui expliquent en grande partie aussi le succès d'Erasmus. Alors l'intervention de ce matin sur la crédibilité du diplôme s'en trouve renforcée. Alors c'est aussi un point de vue à regarder. Le deuxième élément que souhaitent les étudiants quand ils partent en Erasmus ou dans un programme international de mobilité, je dirais c'est en termes de compétences, est-ce que ça va me permettre ou non de m'insérer mieux sur le marché du travail. Donc ça, quand on regarde au niveau des employeurs, est-ce que c'est vu positivement une période à l'étranger? La réponse est globalement positive, non pas par rapport tellement au niveau de connaissances qu'ils auraient acquis, mais je dirais par tout ce qui est lié au savoir-faire. C'est la façon de se comporter, la débrouillardise, tout un tas de compétences pas forcément reconnues par un diplôme, mais qui sont au niveau des employeurs pratiquement ce qui demande à tout nouvel arrivant dans une entreprise. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est pas pour autant que la traduction se fait immédiatement. La maîtrise des langues, qui est, je dirais, aussi un des éléments mis dans l'insertion professionnelle, je vais à l'étranger pour mieux apprendre à parler, n'est pas non plus réellement mise en valeur, parce que pour la plupart, ils se retrouvent à parler anglais, c'est-à-dire hormis ceux qui vont en Angleterre, mais tous ceux qui vont ailleurs qu'en Angleterre, ils se retrouvent dans un milieu très protégé où ils parlent essentiellement en anglais. Donc ça leur permet aux Français, c'est plutôt bien d'apprendre à parler anglais, mais je dirais à tous les autres Européens, c'est pas très forcément formateur. Mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau du marché de l'emploi, c'est une expérience positive. Le troisième niveau, je ne vais pas paraphraser Gilles, mais c'est vrai que la plupart aussi des étudiants qui vont faire une période à l'étranger, c'est pour des motifs autres que des motifs de diplôme ou d'insertion professionnelle. C'est purement par pure curiosité, pure satisfaction personnelle. Alors, faire la fête, c'est l'image de l'auberge espagnole, ça peut expliquer en partie, mais c'est vrai que c'est surtout pour des motifs de connaissance de l'autre, de connaissance de l'Europe, de curiosité, et ça, on ne peut qu'encourager. Le dernier point, vous allez me dire, c'est pas très positif. Au niveau, il y a quand même un élément pour lequel il y a un plus d'avoir fait une mobilité européenne, et c'est au niveau de nos jeunes doctorants quand ils vont passer leur thèse et qu'ils vont demander leur qualification au CNU, ce qui est quand même un objectif au moins pour la moitié des doctorants. Là, c'est bien vu, c'est-à-dire c'est apprécié positivement la mobilité, le fait qu'on ait participé à des conférences à l'étranger, le fait qu'on ait fait des expériences ne serait-ce que d'enseignement, ainsi de suite, à l'étranger, c'est vu positivement dans toutes les sections. C'est le point vraiment positif où là, il y a une reconnaissance. Autre élément, c'est en termes de formation. C'est-à-dire, est-ce qu'un diplôme qui offre
une possibilité de faire des études à l'étranger, est-ce qu'il est mieux vu ou pas? Alors dans les discours, c'est évident en termes d'attractivité, tout le monde dit il faut faire ça, il faut ainsi de suite. Quand on regarde dans la réalité, c'est pas forcément si évident. Pour avoir vu de nombreuses maquettes et de nombreux dossiers, je dirais c'est toujours mis, on a l'impression de quelque chose de formel. Il y a toujours l'aspect les partenariats étrangers, il y a toujours l'aspect on a des accords Erasmus, on peut éventuellement faire des cours en anglais. Mis à part cet aspect formel, on n'a aucun, de ceux que j'ai vus, je rappelle encore, aucun diplôme où la dimension internationale est réellement mise en avant, le projet international, c'est-à-dire la construction d'une maquette spécifiée sur un projet international. Bon, l'autre point qu'on met en avant, en dehors de l'attractivité, c'est la notion de sécurité. C'est-à-dire, on dit aux responsables de formation, plus votre diplôme est ancré internationalement, plus il a de chances d'être reconduit. Donc, ce qui explique la recherche effrénée de partenariats pour faire des diplômes internationaux. Je dirais les discours qu'on fait vis-à-vis des étudiants pour qu'ils partent à l'étranger pour avoir un certain nombre d'éléments positifs. Donc, c'est ce qu'on observe. Je dirais, là, pour avoir fait les évaluations, je ne suis pas du tout persuadé de la véridicité des propos. Des diplômes, même adossés à des Tempus Mundus, qui normalement est une bonne référence, ont été retoqués. D'autres qui n'avaient pas de dimension internationale sur les mêmes thématiques ont été acceptés, accrédités, bien évalués, suivant les instances dans lesquelles j'intervenais. Donc, il y a du discours, la réalité, elle n'est pas si automatique. Troisième niveau, et là c'est intéressant, c'est au niveau des enseignants. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde a révélé, moi je vais aller vite là, que l'implication dans l'international, c'était quelque chose de valorisant pour la carrière. Alors, au niveau local, c'est vrai qu'il y a une certaine reconnaissance quand on est dans les bons papiers de la présidence ou de ses doyens de notre implication au niveau international. Je dirais au niveau national, les promotions CNU, c'est absolument pas le cas. La LRU, elle a été modifiée, elle dit bien que les missions de reconnaissance internationale, c'est une des missions de l'enseignant. Il n'y a pour l'instant aucune valorisation, il n'y a aucune promotion qui est mise en avant, ainsi de suite. Je dirais même pour les congés de reconversion, de conversion thématique, c'est un élément, il y a quelques sections, dont la mienne, qui reconnaissent le fait qu'avoir un projet de recherche avec l'étranger, ça justifie éventuellement un congé. Je dirais la plupart, c'est un élément dont on tient même pas compte. Donc au niveau enseignant, c'est pas forcément non plus reconnu. Puis je dirais le dernier niveau, c'est l'université. Est-ce que le fait d'avoir une université ouverte sur l'international, est-ce que c'est un bon moyen d'obtenir des crédits? Est-ce que c'est un bon moyen de reconnaissance? Alors là, je dirais avec l'autonomie et puis le fait que les crédits soient attribués en fonction d'un certain nombre de critères. Donc normalement, on pourrait penser que la LRU mettant en avant la relation internationale, en étant un des initiateurs du processus de Bologne, on pourrait penser que les universités qui s'impliquent dans l'international soient mieux reconnues que d'autres. Là encore, c'est pas du tout vrai. Le modèle SIMPO, il tient pas compte des relations internationales. Dans les évaluations qui sont faites, il y a deux critères. Le premier, c'est le nombre d'étudiants Erasmus out, qui sortent. Voilà, pas d'anglicisme. Le nombre d'étudiants qui sortent, et je dirais que ça ne joue pas plus que ça par rapport à des objectifs qui sont les indicateurs. On donne des objectifs et on vérifie qu'on respecte ou pas nos objectifs. Alors moi, je vais respecter le mien. J'avais 1 minute, donc je conclus là-dessus. Merci. Bien, merci Thierry Combe pour toutes ces informations. J'en retiens que la mobilité est une expérience positive au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau du développement de la curiosité. Alors c'est pour ça que je vais vous proposer maintenant d'opérer une mobilité vers la mairie de Bordeaux afin d'assouvir la curiosité de nos participants non bordelais pour la nourriture et le vin de Bordeaux.